L'ardoise, l'or bleu de Caumont, est découverte au XIXe siècle lors de travaux près de l'église de Caumont-sur-Aure, commune de Caumont-les-Ventrés, dans le département du Calvados. Elle est utilisée pour les toitures de maisons et l'entretien des routes. L'exploitation de l'ardoise de Caumont a été fermée définitivement après la Seconde Guerre mondiale. La mine est reconvertie en musée en 1994. Elle est composée de 4 salles. Dans la première salle, une vidéo explique le cycle de l'eau et la nappe phréatique des souterrains de Caumont-sur-Aure. Dans la deuxième salle, un jeu d'eau et de lumière s'anime dans le gouffre de l'Arc-en-Terre. Dans la troisième salle, une vidéo explique l'extraction de l'ardoise. Dans la quatrième salle, la salle des merveilles, une exposition de cristaux et de pierres semi-précieuses. Toute l'année, et c'est la température moyenne de la surface. Ici, il fait un peu moins de 12 degrés, ce qui en plein cœur de l'hiver semble plutôt chaud. Bon, bien sûr, il fait un peu plus frais que dans les grottes du sud de la France où il fait 14 à 15 degrés, mais ne nous plaisons pas, car si le sud-Euroscope était situé en haute montagne, il ne ferait pas plus de 2 ou 3 degrés. Bon, d'accord, tu n'as pas fait. Et tu vas pas me dire qu'il n'était pas noir quand même. Non, ça c'est indéniable, mais tu verras, dans quelques minutes, les yeux seront bien habitués et les éclairages suffiront largement pour l'observation des paysages souterrains. Et puis l'obscurité a un grand avantage, dans le noir la végétation ne peut pas se développer, et les ardoises que nous sommes venus regarder sont peut-être contaminées. Bien, justement, nous pourrons profiter de la foule face de cette galerie pour observer l'ardoise de Caumont dans son gisement naturel. Durant son parcours dans les roches et qu'avavec l'absence de lumière, on ne trouve pas d'algues qui la doubleraient. Et il y en a partout sous la terre de l'eau? Oui et non. Un vieux dicton de puisatier, les hommes qui creusent les puits, dit qu'on trouve de l'eau partout pourvu qu'on creuse assez profond. Ici, sous le bocage normand, les roches sont massives, donc elles circulent surtout dans des fissures. Oui, on entend couler du plafond. Aujourd'hui, alors que la quantité globale d'eau douce est largement suffisante pour tous les habitants du monde, une personne sur 3 subit un manque d'eau. Elle est pourtant sans cesse recyclée, à tel point que chaque goutte que nous buvons a déjà été bue par un autre être vivant. Constamment en mouvement, elle se déplace selon un cycle, le fameux cycle de l'eau. Ce cycle est basé sur le fait que la quantité d'eau sur Terre est globalement constante et que sous l'action du Soleil, elle circule entre plusieurs réservoirs. Le cycle de l'eau débute dans les océans où, chauffé par le soleil, l'eau s'évapore et monte dans l'atmosphère. Comme il fait plus froid en altitude, la vapeur condense en minuscules gouttelettes pour former les nuages. En se refroidissant encore, s'accumulant, se heurtant, les nuages finissent par déverser leur contenu sur la Terre sous forme de pluie, de neige ou de crêpe. Une fois arrivée au sol, l'eau n'a qu'une seule idée, couler jusqu'à la mer. Mais pour l'atteindre, il existe de nombreux chemins plus ou moins directs. Le plus simple est que l'eau ruisselle vers une rivière qui l'emmène à la mer. Ce cheminement peut être ralenti par un barrage, ce qui conduit à la formation d'un lac. Mais souvent, notre goutte de pluie rencontre un sol poreux ou une fissure dans la roche par laquelle elle s'infiltre. La plupart du temps, elle est absorbée par les racines des plantes qui, en transpirant, vont la renvoyer sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Parfois, elle rejaillit en surface pour former une source. Par contre, le chemin est beaucoup plus long si elle s'infiltre plus profondément dans les roches et rejoint les nappes phréatiques. Mais même en profondeur, elle s'écoule lentement et finit par rejoindre l'océan, où le cycle recommence. Et bien sûr, ce cycle continue dans le bocage normand, où même si la légende exagère un peu l'humidité du climat, la verte campagne et les nombreuses rivières témoignent d'un arrosage naturel régulier et abondant. Mais que deviennent ces pluies lorsqu'elles arrivent au sol? Pour répondre à cette question, il faut connaître la structure des sols et des roches. Le socle de schiste et de grès du massif armoricain est peu perméable à l'eau. Par contre, les formations superficielles, héritées des périodes froides où les glaciers recouvraient tout le nord de l'Europe, sont très poreuses. Donc, quand il pleut, la quasi-totalité de la pluie s'infiltre dans les sols. Puis, lorsque l'eau parvient à la profondeur du rocher, son infiltration en profondeur est ralentie et une grande partie s'écoule horizontalement vers la
si important qu'il pleuve suffisamment en hiver. Ainsi, dans le bocage, par les rivières, les sources et les zones humides, la nappe phréatique est en relation directe et constante avec le paysage de surface. Tu as aimé la vidéo? Mets un j'aime et abonne-toi.